la prochaine. Le 3 janvier 2026 marque la 4e année et le 314e jour depuis l'invasion totale. Bienvenue à tous. Pour le rapport de situation d'aujourd'hui, dans ce rapport, nous allons examiner la situation au Venezuela, mais nous allons également revoir la situation en Ukraine. Pokrovsk et Siversk seront essentiels ici. Ensuite, nous reverrons la situation de certaines personnes dans les deux pays et bien d'autres choses. Mais avant de nous consacrer aux événements, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints au cours des 2 derniers jours. Il y a eu en effet une petite vague d'abonnements de nombreux nouveaux arrivants. Environ 200 personnes, merci d'être là. J'accueille également notre prochain lieutenant-colonel qui est désormais membre de la chaîne. Le lieutenant-colonel Mayhofer nous soutient en tant que membre de War and Tactics et a mérité sa place sur le mur de la gloire tout comme ses collègues. Regardons au-delà de l'Ukraine, de l'autre côté du monde. Tandis que la Russie mène des opérations spéciales depuis 1410 jours au lieu de 3, les États-Unis ont mené une opération spéciale de 3 heures au Venezuela, qui aura droit à sa propre vidéo. Actuellement, beaucoup de choses restent encore très floues, c'est pourquoi je préfère attendre un jour de plus avant de faire une analyse à ce sujet. Vous la verrez donc encore demain. J'espère que d'ici là, certains points encore flous seront clarifiés. Mais pour résumer brièvement, le président Maduro a apparemment été placé en détention, ou bien exfiltré hors du pays vers les États-Unis. Pour cela, les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des bases militaires voisines, et ils ont profité de ces attaques pour exfiltrer le président vénézuélien et sa femme hors du pays. D'après les informations actuelles, ils sont en route directe vers New York. On estime que les États-Unis ont mobilisé 2000 soldats à cet effet. Les chaînes russes s'indignent actuellement du fait que les Vénézuéliens n'ont pas réussi à défendre leur position. Ils ont livré aux Vénézuéliens 30 avions de combat des chars T-72 et de nombreux systèmes de défense anti-aérienne pour 6 milliards de dollars. La question trouve donc facilement sa réponse. Une partie a sûrement disparu à cause de la corruption, l'autre a été détruite comme ici. C'est bien un système de défense anti-aérienne russe Buk M2E, semblable à ceux observés en Ukraine, détruit lors de l'attaque. Cela reste conforme à l'image, d'ailleurs, petit fait amusant. Au passage, en octobre 2025, Poutine a conclu un accord avec Maduro pour un partenariat stratégique de 10 ans. Comme on peut le voir, on ne peut encore une fois pacifier. Les Chinois ont également signalé que la vice-présidente serait en route pour la Russie. D'ailleurs, des blogueurs russes comparent aussi l'approche américaine à l'attaque russe contre Kiev au début de l'invasion, où ils ont tenté d'éliminer ou de renverser le gouvernement. Sauf que les Américains ont réussi. L'action visait spécifiquement la direction politique afin de rendre le régime incapable d'agir, et elle a été menée sans invasion ouverte, comme de nombreux autres journalistes l'avaient annoncé depuis longtemps dans leurs sombres prémonitions. Certains affirment que l'opération spéciale a eu lieu à cause du trafic de drogue que les États-Unis voulaient stopper. Certains disent que les États-Unis veulent contrôler le pétrole vénézuélien. Comme je l'ai dit, je vous proposerai une analyse d'ici demain, car nous pourrons alors distinguer clairement les spéculations des faits. C'est pourquoi abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous ne manquerez pas la vidéo de demain et serez informé dès sa sortie. Mais ça ne chauffe pas seulement au Venezuela, ça chauffe aussi en Ukraine. La Russie a mené une frappe aérienne sur la ville de Kharkiv. Des images sur place ont montré l'impact en plein centre-ville. Le corps d'un garçon de 3 ans a été découvert dans les décombres. Je dois intervenir. Beaucoup ignorent la différence entre sauver et récupérer. Dans le cas de récupérer, il s'agit généralement de quelqu'un qui n'a pas survécu. La mère est toujours considérée comme disparue. À Seversk, les soldats russes de la 2e armée s'imposent face aux défenseurs ukrainiens sur la colline à l'ouest de la ville. En général, ce sont ici la 88e, 123, et la 6e brigade de fusiliers motorisés de la 2e armée contre des éléments de la 10e brigade de chasseurs de montagne ukrainienne de la 54e, mécanisée et de la 81e. Brigade aéroportée avec des bataillons déployés sur tout le front Est. Aucune brigade complète n'est présente pour participer entièrement à la défense. Cela aurait été mieux, car ils subissent ici une pression croissante. Pourquoi les Ukrainiens divisent-ils si souvent leurs unités ? Chez les Russes, c'est très souvent le cas. Lorsqu'une brigade est présente, c'est généralement toute la brigade qui est sur place. Chez les Ukrainiens, nous ne voyons que de petites parties de la brigade, le reste opérant à des centaines de kilomètres. La raison en est que chaque secteur du front n'est pas aussi intense. Alors que les Russes essaient de maintenir leurs unités regroupées, ce qui présente évidemment aussi des avantages, notamment en termes d'organisation et de logistique, les Ukrainiens essaient de les disperser autant que possible.
parce qu'il se passe moins de choses sur certains secteurs du front. Et puis un bataillon peut, entre guillemets, se reposer, tandis que d'autres secteurs du front nécessitent plus d'attention et entraînent donc souvent des pertes plus élevées. Cela veut dire qu'on cherche à éviter que les brigades ukrainiennes soient toujours déployées au complet sur les secteurs du front où la situation devient critique. Sinon, on risque de perdre toute une brigade si plusieurs bataillons deviennent incapables de combattre, rendant la brigade indisponible longtemps. Du côté russe, on voit l'avantage que l'organisation et la logistique sont en tout cas plus faciles à coordonner, alors qu'ils courent toujours le risque de perdre toute la sous-unité là-bas. Du côté ukrainien, on essaie de les répartir autant que possible, on perd donc cet avantage, mais on a en revanche l'avantage d'avoir moins de pertes au sein d'une sous-unité. Et ainsi on peut aussi être réaffecté plus rapidement s'il ne manque qu'un bataillon, au lieu d'être indisponible pendant longtemps. La colline ici, que les Russes ont maintenant conquise, a, de façon surprenante, 100 mètres d'altitude de plus, comme on peut le voir sur la carte topographique. Elle a aussi été stratégique pour l'Ukraine, car de là, ils contrôlaient les champs et banlieues alentours. Pour les Russes, c'est donc un succès de conquérir les positions ukrainiennes sur la colline et ainsi de les mettre sous pression. Et en plus, ils peuvent camper plus loin depuis les positions surélevées, tout en ayant une vue sur les positions plus basses. Des soldats russes ont été attaqués par des pilotes de drones ukrainiens sur une autre route à découvert. On se demande souvent pourquoi on reste si proche sur une route découverte. Alors que tout le monde devrait désormais savoir que le danger des drones est extrêmement élevé, on le voit d'ailleurs à tous les véhicules détruits sur le bord de la route. Puis j'ai remarqué qu'ils avaient l'air extrêmement suspects. 2 rangées presque bien ordonnées sur le côté droit de la route et peut-être 2 supérieures sur le côté gauche, qui ont ordonné ici un rassemblement spontané. Je ne peux pas expliquer autrement cette information. Eh bien, en tout cas, certains d'entre eux ont dû apprendre pourquoi on ne doit pas se tenir trop près les uns des autres sur le terrain. Parce qu'une seule grenade peut anéantir tout le groupe au lieu de toucher un seul soldat. C'est pareil pour les espaces assis ouverts. Sur un pick-up à Pokrovské, les Russes s'emparent de la localité de Svitlé. Ainsi, l'accès à la localité est plus ou moins complètement coupé. Il existe certes encore un corridor menant au village, ici au niveau de la 156e. Brigade est visible, mais il ne s'agit que d'1 kilomètre à peine. Cela signifie que tout ce qui doit entrer ou sortir du village ne peut agir que la nuit sans lumière ou par mauvais temps, empêchant les drones de voler ou de faire de la reconnaissance, comme en cas de brouillard ou de tempête. Sinon, je ne vois aucune chance de sortir d'ici vivant. Je pense qu'il est possible que la ville tombe déjà ce mois-ci. Donc de Menorah, puisque la zone marquée en jaune est très calme depuis un certain temps en ce qui concerne les géolocalisations. Cela ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de Russes là-bas, mais aussi que les Russes ne voient pas d'Ukrainiens, peut-être parce qu'ils ne sont plus là ou qu'ils sont extrêmement peu nombreux. Et maintenant qu'un des quartiers a été conquis, la présence russe est plus probable. En Krasnodar, l'image contraste avec celle d'une supposée superpuissance énergétique. À Beloretchensk, une grande partie de la population est privée d'électricité et d'eau courante pour le 3e jour consécutif. Près de 60% de la ville reste isolée. Les habitants font fondre de la neige dans des baignoires pour pouvoir se laver ou faire la vaisselle. Alors que les problèmes au front ou en politique restent les mêmes, la situation se détériore à nouveau dans les provinces loin de Moscou. Le Venezuela dominant l'actualité aujourd'hui, presque toutes mes 400 sources en parlent, rendant les nouvelles sur l'Ukraine invisibles. Et il n'y avait pas grand-chose à trouver pour le rapport d'aujourd'hui non plus. Je pense que cela va se calmer dans les prochaines heures. Demain, un nouveau live stream sur la situation aura lieu. Merci à tous les abonnés et membres de la chaîne. Merci spécial au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Merhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine mise à jour.